Bonjour à vous, je vais ici vous présenter mon projet M qui est porté sur l'étude systémique de la crise des monnaies. J'ai décidé d'orienter ce projet selon deux problématiques: comment fonctionne le système monétaire international et quelles sont les causes de la crise monétaire internationale de 2010-2011. On essaiera également de parler des éventuelles conséquences. Donc pour ce faire, j'ai orienté ce projet selon trois principaux axes: la parité des monnaies, les explications. Ensuite, on verra ce qu'est le marché des changes et on essaiera de comprendre un petit peu le contexte actuel. Puis, nous verrons ce que nous réserve l'avenir. Une petite introduction pour vous dire les objectifs de ce projet. Donc, j'avais envie d'acquérir de nouvelles connaissances en systémique ainsi que de comprendre le système monétaire international. Et ça m'a également permis d'utiliser les nouveaux outils de veille comme Google Alert ou les flux RSS. Voyons maintenant quelques explications sur la parité des monnaies. Alors, avant 1973, le monde était régi selon les accords de Bretton Woods qui marquaient officiellement la domination américaine dans le monde. Il faut savoir qu'à l'époque, toutes les monnaies étaient alors définies sur le dollar US à taux fixe et que seuls les gouvernements pouvaient réévaluer ce taux si besoin et en concertation avec les États-Unis. Seul le dollar était de plus convertible en or. De 1960 à 1973, les forts déficits causés par la guerre du Vietnam ainsi que la course à l'espace entraînent une dangereuse dévaluation du dollar. Cette dévaluation avait été préméditée par Triffin en 1960, qui est un économiste. Je vous laisse aller sur le site de Wikipédia pour plus d'informations sur ce paradoxe de Triffin. Et donc, de ce fait de cette forte dévaluation, la RFA a décidé de ne plus exporter vers les USA en dollars et a également demandé aux USA tous les dollars excédentaires qu'elle avait de lui convertir en or. Ce qui était absolument impossible car les USA avaient émis beaucoup plus de dollars que ce qu'il n'y avait de réserve en or. Donc, dès 1973, oui, ça. Les premiers accords rendent possible la conversion des devises selon un système de change flottant. Le président Nixon a décidé de ce nouveau système et en 1976, les accords de Jamaïque mettent en place un cadre juridique à ces transactions. On a donc vu que le système de change flottant dans lequel nous vivons actuellement n'est pas du tout une mesure concertée, mais une solution qui s'est appliquée d'elle-même. Les opportunités théoriques des changes flottants et ce que les gouvernements voulaient gagner en mettant en place ce nouveau système. La fin de l'étalon or, parce que contrairement à l'or, les richesses que l'homme peut créer sont infinies, alors que les réserves d'or ne le sont pas. La liberté des États de contrôler leur politique monétaire, ainsi qu'un ajustement automatique de la balance commerciale de chaque État. Voyons un petit peu maintenant ce qui a donc été mis en place dès 1973, à savoir le marché des changes. Marché des changes, également connu sous le nom de Forex. Forex signifiant Foreign Exchange Currency, qui est donc le marché sur lequel s'échangent les devises 24 heures sur 24. Il s'agit du deuxième marché le plus important au monde en termes de volume échangé quotidiennement. Il faut savoir qu'en moyenne, les volumes échangés au quotidien en Forex étaient en 2009 de 3500 milliards de dollars, sachant que le marché des taux d'intérêt représente lui 8000 milliards de dollars quotidiens, et que le marché des actions regroupant le CAC, le Nasdaq, le Dow Jones représente quant à lui moins de 500 milliards de dollars par jour. Et donc ce marché a été censé s'autoréguler grâce au sacro-saint principe de l'offre et de la demande. On va voir que c'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé. Quels sont les risques de ce nouveau système, mis en place dès 1973? Nous allons le voir. Les risques sont les risques inhérents à tout système, c'est-à-dire les risques de boucles positives. Les boucles positives peuvent se décomposer ainsi, c'est très schématisé bien entendu. Tout d'abord, une crise comme celle que nous vivons actuellement provoque de la déflation, car une perte de pouvoir d'achat des gens entraîne une baisse des prix, et qui dit baisse des prix dit augmentation de la valeur de la monnaie, ce qui veut dire qu'avec un même montant de monnaie, on va pouvoir acheter plus de choses. Donc une hausse du taux de change par rapport à la monnaie de notre voisin. Hausse du taux de change qui va forcément causer une balance déficitaire, car les exportations vont rapporter de moins en moins, et les importations vont coûter de plus en plus cher. Les baisses des exportations vont donc
engendrer une baisse de l'activité du pays, qui elle-même engendrera une désindustrialisation du pays, provoquant ainsi une hausse du chômage, donc une baisse des prix, et donc une hausse du taux de change, etc., etc. Ce risque est notamment couru par les USA et également par l'Europe, car le dollar et l'euro sont des valeurs refuges et fiables, ce qui signifie que peu importe le contexte économique de cette zone, les intervenants de ce marché auront tout de même envie d'en acheter, car ils se diront que dans n'importe quelle situation, 7 euros ou 7 euros ou ce dollar vaudra quand même quelque chose. On voit donc que les limites de ce système sont atteintes et qu'il y a nécessité d'intervenir. Qu'est-ce que l'interventionnisme? L'interventionnisme, c'est lorsque la banque centrale d'un État agit sur le marché des changes. Donc le système est donc entravé, il n'y a plus d'autorégulation. C'est donc bien la preuve que ce système n'est pas viable. Le but, c'est d'empêcher des variations trop rapides du taux de change dans n'importe quel sens, que ce soit une dévaluation trop importante ou une surévaluation trop importante. Lorsque la monnaie est jugée trop forte, c'est-à-dire que lorsque les exportations du pays sont trop faibles et ne rapportent pas assez, la Banque centrale décidera de vendre de la monnaie locale. Cette monnaie locale va donc, en vendant de la monnaie locale, en mettant sur le marché, on va donc augmenter l'offre, ce qui va donc forcément faire diminuer le cours. Et en parallèle, cette banque centrale acquérira des devises étrangères au cas où la monnaie soit jugée trop faible, c'est-à-dire que les importations coûtent trop cher. Dans ce cas-là, la banque centrale achètera de la monnaie locale pour diminuer l'offre et pour ainsi faire remonter le taux de la monnaie. Malheureusement, ces manipulations ont souvent des effets inverses. Ça augmente l'instabilité à cause des crises de confiance. Les intervenants se disant, si la banque centrale intervient, c'est qu'il y a un problème, donc en cas de problème, je vends. Si la banque centrale intervient, c'est qu'au contraire, ça se passe bien. Si ça se passe bien, j'achète. Mais donc maintenant le contexte actuel. Pour illustrer le contexte économique mondial que nous subissons depuis 2008, je vous laisse écouter une interview de Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, qui nous expose la débâcle économique qui a suivi la chute de Lehman Brothers. La faillite de la banque américaine Lehman Brothers sème à nouveau la panique. Nous avons une menace grave et immédiate de très grande dépression dans l'ensemble des pays industrialisés et au niveau mondial. Et donc un certain nombre de décisions sont prises à ce moment-là, notamment le soutien au secteur financier, mais aussi l'activation de l'économie, mais aussi évidemment la baisse des recettes dans un très grand nombre de pays parce que l'économie s'effondre. Et donc nous avons à ce moment-là le début d'une aggravation de la situation budgétaire au sein des industrialisés dans leur ensemble, beaucoup moins évidemment dans les pays émergents qui se sont très bien protégés contre cette crise dans l'ensemble. Mais au niveau des industrialisés, il y a un problème. Nous sommes depuis 2007-2008 dans une crise économique sans précédent depuis les années 30, qui a été causée par l'éclatement de la bulle spéculative immobilière des États-Unis, qui a elle-même causé la crise bancaire, notamment la chute de Lehman Brothers en septembre 2008, qui créera quant à elle une crise des liquidités financières. Cette crise des liquidités crée une crise économique, et cette crise économique engendre, comme dans les années 30, une crise monétaire. Le danger est que cette crise monétaire alimente une nouvelle bulle spéculative, et c'est donc ce que les agents économiques actuels, ce que les gouvernements des États-Unis, de l'Europe, etc., essayent de contrer. Alors, cette crise économique provoque des gros soucis, l'explosion des dettes publiques de tous les pays développés, comme par exemple celle de la France, qui passe d'environ 65% de dette publique en pourcentage du PIB à presque 80% en 2010. C'est encore pire pour la dette publique des États-Unis, qui passe quant à elle de 60 et quelques pourcents à quasiment 90% en 2010. On voit donc bien qu'il y a un besoin urgent pour ces États d'augmenter leurs exportations et de diminuer le prix de leurs importations. Pour cela, les pays utilisent des stratégies différentes, à savoir que pour nous, Européens, il y a un vrai problème, puisque la France et l'Allemagne, qui sont dans la même zone économique avec la même monnaie, veulent des stratégies d'action différentes. C'est un vrai problème. Qu'en est-il de la Chine? On n'a pas encore parlé de la Chine pour l'instant. C'est parce que la Chine n'est pas dans ce système de change flottant. C'est le gouvernement et le gouvernement seul qui décident de la valeur du yuan. Un yuan aujourd'hui vaut environ 15 cents.
alors qu'aujourd'hui le PIB de la Chine arrive presque à la moitié du PIB des USA. Le gouvernement rend donc ce yuan artificiellement faible pour continuer à exporter au plus, et ce en rognant un petit peu sur le prix de leurs importations, car de ce fait, leurs importations en pétrole leur coûtent très très cher. Il n'empêche que malgré tout, ce yuan très faible est largement avantageux pour eux, qui ont une économie portée sur les exportations. Les USA sont donc les premiers à critiquer cette politique chinoise, qui cause bien entendu un manque de compétitivité claire des industries américaines et européennes. Et donc la solution adaptée pour les États-Unis pour renflouer leurs dettes au lieu de vendre et d'exporter, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire que leur banque centrale, la Fed, achète de la dette publique et émet donc de la monnaie qui est complètement artificielle. Ils arrosent donc le monde de liquidités en voulant faire baisser le dollar pour exporter plus facilement. Les objectifs du quantitative easing sont simples, mais sont très risqués, nous y reviendrons plus tard. Ils veulent faire baisser le dollar pour augmenter les exportations, pour augmenter la croissance du pays, pour augmenter l'emploi. Et avec l'augmentation de l'emploi et donc du pouvoir d'achat, ils veulent pousser les Américains à consommer. Il n'empêche que si les emplois croissent et si l'augmentation du pouvoir d'achat croît, il n'est pas du tout sûr que les Américains vont consommer. Ils peuvent très bien épargner et auquel cas ils alimenteront la prochaine bulle spéculative qui créera la prochaine crise économique. C'est donc un risque majeur que nous font courir les États-Unis en ce moment. L'Europe, quant à elle, est complètement bloquée. L'Europe est bloquée parce tous les pays qui la composent ont des intérêts économiques tellement divergents qu'il est impossible de prendre une décision qui puisse satisfaire tout le monde. Et donc, dans cette impossibilité-là, l'Europe reste au statu quo. Ce statu quo implique une forte baisse de la compétitivité de nos économies. Et tout cela, bien sûr, profite à la Chine. On peut voir ici le cours de l'euro depuis juin 2010, qui a pris presque 20% par rapport au yuan et par rapport au dollar, ce qui veut dire que les produits européens perdent environ 20% de compétitivité sur 6 mois entre les produits chinois et les produits américains. C'est considérable. Que nous réserve l'avenir? Alors, comme on l'a vu, l'avenir n'a pas l'air très rose pour le moment. Il y a un retour dangereux au protectionnisme, ce même protectionnisme qui a causé la Grande Dépression des années 30. Les politiques monétaires des zones économiques majeures sont ni concertées ni synchronisées. On essaye de bien se faire voir pendant les G20. Il n'empêche que les tensions sont claires et bien définies et il est impossible de satisfaire tout le monde. Et donc chacun préfère défendre ses propres intérêts au détriment du bien-être mondial. L'Europe se laisse flotter au gré de la Chine et des USA, car comme je vous l'ai dit, la politique européenne les interdit d'intervenir trop sur le marché des changes, même si depuis quelque temps ça a changé un petit peu. Et le quantitative easing de la Fed, quant à lui, est peut-être en train d'alimenter la prochaine bulle spéculative. Quelques petites citations, notamment de Milton Friedman, qui explique un petit peu pourquoi est-ce que les USA veulent arroser le monde de liquidités. C'est pour ne pas reproduire la Grande Dépression des années 30, car selon Milton Friedman, cette Grande Dépression a été due principalement au fait que le montant des dollars en circulation a été considérablement réduit entre 1929 et 1933. Paul Volcker, quant à lui, qui était un ancien directeur de la Fed, militait pour une monnaie mondiale, parce qu'il se disait qu'à une économie mondiale, il faut une monnaie mondiale. Et enfin, la dernière, qui illustre bien l'état d'esprit de tout ce petit monde économique, de John Connally, qui était secrétaire d'État du président Nixon en 1972, et qui disait que le dollar est notre monnaie, mais votre problème. En conclusion, je dirais que le système monétaire mondial est vraiment complexe, car toutes les facettes de l'économie gravitent autour. C'est un exemple parfait de système complexe parce qu'il est peu organisé et peu maîtrisé. On a bien vu qu'aucun acteur ne pouvait se dire maîtriser le système. Il y a de nombreuses boucles de rétroaction qui sont infinies et complètement inenvisageables et incalculables. L'interdépendance des paramètres est donc très importante. Et ici, je vous ai mis une petite liste de tout ce qui était lié à ce système monétaire, à savoir l'immobilier, les taux de change, la croissance, les emplois, le chômage, etc. Et cela dans toute la planète.